Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elskem pour ce 4e point d'étape de Parlons Constitution. Alors oui, on commence directement par le générique, et on attaque tout de suite parce qu'on n'a pas de minute à perdre, parce que c'est un point d'étape, et il commence à y avoir pas mal de choses à résumer, à reparler, à rappeler. Alors commençons tout de suite par le premier point, les premiers épisodes, État avec constitution écrite. Alors, on a dit au premier épisode qu'il faut une constitution écrite, parce que c'est plus clair, accessible, et ça permet donc d'encadrer, de stabiliser, de contrôler le pouvoir. Les coutumes et conventions constitutionnelles existent toujours, et sont souvent nécessaires pour s'adapter. Alors la société est un groupe organisé d'êtres humains ayant établi des relations durables, vivant sous des lois communes, autour d'institutions communes, et partageant une même culture, les mêmes normes, mœurs, valeurs, etc. C'est une définition résumée de ce qu'est une société donnée aux épisodes 2 et 3. Il y a différents types de sociétés, on a vu la typologie d'Edmund Rogers Service, la bande, la tribu, la chefferie d'État, des sociétés de différentes tailles, avec une division économique, une division sociale du travail, des visions sociales de manière générale différentes, une centralisation politique différente, notamment aussi pour les différentes formes d'État, donc empire, État-nation, ou cité-État. On a vu aussi que il fallait faire société pour son propre bonheur, et le bonheur de chacun. Augmenter les gains, partager les tâches, mutualiser les pertes, mieux se défendre, se porter mutuellement assistance. Alors juste petit rappel maintenant, n'oubliez pas que cette série c'est ma vision politique dans le domaine constitutionnel. Ne prenez pas tout ce que je dis comme argent comptant, évidemment. Et c'est d'autant plus important si vous regardez que les points d'étape, parce que là vous n'avez pas l'ensemble du raisonnement, les potentiels contre-arguments que parfois j'évoque, et il faut un état pour regarder la complexité technologique. Même si je suis pas opposé à des expérimentations de sociétés sans état, voire de tribus, ce genre de choses, même si je ne suis pas du tout sûr que ce soit bénéfique pour les populations qui seraient dans ce type de société. Alors on a vu ensuite la souveraineté et la séparation des pouvoirs. La souveraineté doit être nationale, car la volonté générale ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, ce n'est pas l'intérêt du peuple, c'est la volonté de la nation, ce qui implique une prise en compte des intérêts des générations futures notamment. Et la souveraineté nationale n'implique pas nécessairement le suffrage universel, le tirage au sort, le référendum ou le mandat impératif, mais implique la recherche du bien commun, la mise en œuvre de la volonté générale et la possibilité de remise en cause des institutions. Contrairement à la souveraineté populaire, ou à la souveraineté de droit divin, ou à la dictature héréditaire, ou d'autres formes de souveraineté. La souveraineté est indivisible et imprescriptible. Elle est inaliénable seulement si le souverain est immortel. La souveraineté est nationale, ce qui signifie qu'il y a une constitution, qui est représentative de la volonté de cette nation, et qui prévoit entre autres les procédures de désignation des représentants de la nation, ainsi que leurs compétences et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'État. Les délégataires de la souveraineté ont une légitimité légale rationnelle. Il faut séparer les pouvoirs, de telle manière à ce qu'aucun pouvoir ne puisse abuser de ses pouvoirs, que la Constitution soit respectée, et que le régime soit stable et qu'il n'y ait pas de blocage. Il faut donc trouver un équilibre entre séparation et relation entre les pouvoirs, en fonction des compétences et des rôles de chaque pouvoir, mais aussi en fonction du contexte social et politique, donc ça dépendra de la suite de la série. Alors existe-t-il une constitution parfaite et universelle? La constitution est dépendante du contexte matériel, la démographie, la distance, les transports, les technologies de communication, etc., etc. La constitution dépend également du contexte culturel, social et politique, les valeurs, les représentations, les croyances, les normes, les acteurs en présence. Mais on peut postuler qu'il existe une constitution meilleure que les autres, pour un contexte donné, et afin de réaliser tel objectif. Quel type de régime maintenant? On a présenté d'abord une multitude de régimes, et de systèmes politiques et typologies de ces régimes et systèmes politiques. Mais je vous ai dit que je ne pouvais pas faire le choix d'un régime ou d'un seul système politique maintenant, car il faut garder la liberté de former et de choisir un régime, un système politique différent ou plus complexe de ceux déjà existants. Mais je vais quand même donner des possibles inspirations de ma vision politique dans le domaine constitutionnel, à savoir la République, le régime directorial, l'oligarchie élective, l'aristocratie, l'épistocratie, la méritocratie, la technocratie, la dictature, la stococratie, la polyarchie, les démocraties libérales, représentatives, délibératives, directes et semi-directes. Je vous invite à aller voir cet épisode, même s'il est très long, pour avoir les définitions, et d'ailleurs en commentaire de cet épisode sur quel type de régime, sur le régime politique et système politique,
vous trouverez la liste de toutes les définitions de cet épisode. Pas de celui-ci que vous regardez, de l'épisode sur les régimes et systèmes politiques, bien entendu. Alors ensuite, j'ai évoqué la séparation verticale des pouvoirs, en présentant ce qu'est une confédération, ce qu'est un État fédéral, les principes de la fédération, l'État régional, ce qu'est un État unitaire, la déconcentration et la décentralisation dans un État unitaire, et les avantages et inconvénients de ces différentes formes d'État. Et j'ai dit qu'il y avait des formes différentes selon les situations politiques et historiques locales. Mais qu'en France, il faut un État unitaire décentralisé et déconcentré, même si je suis favorable à envisager plus d'autonomie sous certaines conditions, s'il y a une partie significative de la population qui le souhaite, ou s'il est clairement démontré que ce serait avantageux pour la population. Mais je vous invite bien évidemment à aller voir les épisodes pour plus de détails, ce n'est qu'un petit rappel des conclusions. Alors maintenant, nous avons évoqué ensuite la mise en place d'un nouveau régime. Eh oui, car il faut envisager la possibilité que cette constitution que je dépeins, ou quelque chose de similaire, puisse devenir un jour une constitution. Il faut aborder les modalités de passage de la mise en place d'un nouveau régime. Et j'ai dit que la révolution n'était pas justifiée, que le coup d'État était trop faible en légitimité et risqué sur le consentement, et que l'octroi était trop paternaliste. Et pour moi, il faut une révision constitutionnelle très probablement dérogatoire, avec une mise en place d'une constituante citoyenne, avec des débats publics, des propositions et arguments par tous les Français, et un conseil de sages en droit, en histoire et en sciences politiques. Ensuite, j'ai évoqué les fonctions de l'État. Quelles fonctions de l'État? Fonctions régaliennes ou plus? J'ai parlé de l'État gendarme et des fonctions régaliennes, de l'État social et des fonctions socio-économiques, de ce que j'ai appelé, dans cet épisode-là, l'État gardien, même si le terme a peut-être été utilisé pour signifier d'autres choses, mais moi j'ai trouvé que ça collait bien avec les nouvelles fonctions, les fonctions environnementales, culturelles et sociétales. Et j'ai évoqué le risque, avec l'accroissement des fonctions de l'État, le risque totalitaire de perte de liberté individuelle. Alors quelle fonction pour l'État? C'était la question de l'épisode. Faut-il sanctuariser dans la Constitution les fonctions de l'État, ou laisser le législateur décider? Et j'ai dit que la question était trop complexe et trop vaste pour y répondre dans cette série, qui traite surtout de constitution et non d'économie, d'écologie, de social, etc. Ce n'est pas l'objectif de cette série de répondre à cette question. Ensuite, j'ai évoqué, et là on s'approche des épisodes récents, puisque c'est le 3e avant ce point d'étape, la hiérarchie des normes. Alors, les hiérarchies des normes sont différentes selon les époques, le lieu ou encore l'institution. On a évoqué les visions légicentristes, constitutionnalistes, la vision actuelle du droit international et du droit de l'Union européenne pour la hiérarchie des normes, en bien sûr expliquant ce qu'est la hiérarchie des normes. Alors quelle doit être la hiérarchie des normes? Pour moi, il faut qu'une hiérarchie des normes soit conforme au constitutionnalisme, c'est-à-dire la constitution au sommet de la hiérarchie des normes. Car ça permet de limiter les pouvoirs du législateur sans contrevenir à la souveraineté nationale, et car ça permet d'ajouter un rang supplémentaire de normes juridiques plus difficiles à créer et modifier. Et pourquoi pas le droit international avant, au sommet, au-dessus de la Constitution? Parce que ce n'est pas compatible avec la souveraineté nationale, avec le concept même de souveraineté. Si la Constitution est l'expression de la souveraineté nationale, si le droit international est au-dessus, ça veut dire qu'il y aurait, en quelque sorte, une souveraineté internationale. Ce serait comme si l'international, le monde, était une nation, était un État. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est pareil pour le droit de l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas, ou en tout cas n'est pas encore, un État. Et donc, le droit de l'Union européenne ne peut pas être au-dessus du droit constitutionnel. Alors du coup, quelle est cette hiérarchie des normes? Quelle est la hiérarchie des normes dans l'ordre interne? Celle qui est reconnue par les constitutionnalistes, celle qui est actuellement en vigueur en France, c'est le bloc de constitutionnalité en haut. Donc la Constitution et les textes qui y sont reliés. Donc par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen actuellement, ou encore la Charte de l'environnement de 2004, ou même des principes fondamentaux reconnus par la loi de la République, ou encore différents autres textes comme le préambule de la Constitution de 1946, et peut-être d'autres choses que j'ai oubliées. En dessous, il y a le bloc de conventionnalité, c'est-à-dire l'ensemble des accords et traités internationaux, signés par la France, ratifiés par la France. En dessous de ce bloc de conventionnalité, on a le bloc de l'égalité, la loi. En dessous, on a les actes administratifs. Évidemment, c'est une vision un peu simplifiée, déjà parce que je ne suis pas professionnel de droit, et c'est aussi parce que ce n'est pas forcément un point essentiel, même si c'est un point essentiel qu'il y ait une hiérarchie des normes, pour l'état de droit et donc dans notre constitution. Alors ensuite, dans les derniers épisodes, on en a vu qu'il fallait garantir des droits,
ou en tout cas on s'est posé la question, est-ce qu'il faut garantir des droits fondamentaux, les libertés fondamentales, et on s'est posé la question du droit naturel, de l'existence ou non du droit naturel, notamment. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait des notions diverses et mal définies, les droits de la personne humaine, aux droits de l'homme, les libertés publiques, les droits et libertés fondamentaux. Je donnais des définitions, même si il n'y a pas de consensus sur ces définitions. On a vu ensuite ce qu'était la constitution politique et la constitution sociale. La constitution politique, c'est l'organisation, les règles d'organisation d'un État. La constitution sociale, ce sont des objectifs politiques et des droits garantis aux individus, comme les droits fondamentaux. On a aussi dit que les droits fondamentaux étaient imprescriptibles et inaliénables, par nature, sinon ils ne seraient pas réellement fondamentaux. On s'est demandé s'il fallait une constitution sociale, s'il fallait garantir des droits. Et pour moi, il faut garantir des libertés et droits fondamentaux pour éviter les abus de pouvoir et les dérives, comme les autoritarismes et totalitarismes du XXe siècle, et protéger chacun de la tyrannie de la majorité. Mais attention au risque de démocratie constitutionnelle ou de constituant législateur. Je me suis expliqué dans ces 2 derniers épisodes, la démocratie constitutionnelle, ça renvoie à de la notion de nomocratie, c'est-à-dire au fait qu'il y ait une loi, ou un ensemble de lois, un texte qui a valeur suprême, qu'on ne peut pas modifier, et qui s'applique en tant que loi absolue d'un État. Et ce que j'appelle constituant législateur, c'est le fait que le constituant, en fait, légifère lui-même, et qu'il n'y ait pas de pouvoir législatif réel. En tout cas, celui-ci, le pouvoir législatif est tellement faible que le constituant doit se réunir souvent pour faire la loi dans la Constitution. J'expliquais ce qu'était le droit naturel, et cette quête, cette recherche de soi, de l'essence de soi, que l'on avait découvert, historiquement, entre guillemets découvert, de plus en plus de droits naturels. Et je me suis posé la question, on s'est posé la question ensemble, existe-t-il seulement ces droits naturels? Et tant qu'on n'a pas de preuves solides de l'existence de tel droit, d'un tel droit naturel, il faut le rejeter. Mais il faut quand même garder des droits fondamentaux, politiques, et débattus, pour garantir une protection à chacun et les fondamentaux de la société. C'est ce que j'ai dit plus haut ici, pour protéger chacun, pour éviter les abus de pouvoir et protéger chacun contre la tyrannie de la majorité ou contre les dérives, les abus du pouvoir. Les droits fondamentaux ne sont pas supraconstitutionnels, comme pourrait l'être un droit naturel, mais sont constitutionnels, ils font partie de la Constitution. Ils sont la partie de la Constitution qu'on nomme la Constitution sociale. Mais alors, et c'est la question qu'on se posera dans le prochain épisode de la série, pas dans le prochain point d'étape, quels droits fondamentaux choisir? Alors pour résumer ce point d'étape, pour résumer tout ce qu'on a fait, vraiment là on va résumer de façon très rapide tout ce point d'étape et donc tout ce qu'on a fait dans cette série pour l'instant. La société doit être un État avec une constitution écrite qui permet à tous de rechercher le bonheur, objectif de tous et de chacun. La nation est seule souveraine de cet État, elle exerce sa souveraineté par délégation et des représentants. La séparation des pouvoirs est nécessaire mais doit être proportionnée. L'État est un État unitaire, déconcentré et décentralisé. Il n'y a pas de constitution parfaite, mais il existe une constitution meilleure que les autres pour un contexte donné, afin de réaliser tel objectif. Pour mettre en place un nouveau régime, il faut une révision constitutionnelle très probablement dérogatoire, avec mise en place d'une constituante citoyenne, avec débat public, propositions et arguments par tous les Français, et un conseil de sages en droit, en histoire et en sciences politiques. Il n'y a pas de choix des fonctions de l'État dans cette série, car ce n'est pas l'objet de cette série. Il faut une hiérarchie des normes, et je pense qu'il faut qu'elle soit constitutionnaliste, c'est-à-dire avec la Constitution en haut, ensuite le bloc conventionnel, ensuite la loi, et ensuite les actes administratifs. Il faut garantir les droits fondamentaux pour protéger chacun contre tous, et contre les abus du pouvoir. Mais on ne peut pas dire que ce sont des droits naturels. Cependant, quels droits fondamentaux? Je vous invite à aller voir le prochain épisode de Parlons Constitution, ce sera l'épisode 17. Merci à toutes et tous d'avoir regardé ce point d'étape, et à la prochaine!